Avant d'entrer dans cette vidéo, vous devez faire un choix. Si vous choisissez la pilule rouge, vous choisissez le déni. Bon choix. Quittez dès maintenant cette vidéo. Si vous choisissez la pilule bleue, vous choisissez la vérité. Vous l'aurez voulu. Accrochez-vous. Bon, est-ce que la lutte pour l'environnement, c'est vraiment l'enjeu le plus important de notre génération? Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord simplifier. Ce qui réchauffe la Terre, c'est le soleil. Les gaz à effet de serre, comme le CO2 ou le méthane, capturent les rayons du soleil dans notre atmosphère et accélèrent donc le réchauffement du climat. Le climat sur Terre change naturellement au fil des millénaires. On peut voir des graphiques où on constate des cycles de réchauffement et de refroidissement sur Terre au fil des centaines de milliers d'années. Un climato-sceptique va donc se baser là-dessus pour dire « Bon, vous voyez, c'est des cycles naturels de réchauffement. Je l'avais dit, l'être humain a rien à voir là-dedans. » Faux! C'est faux. Voici les cycles naturels de la Terre enregistrés dans les derniers 650 000 ans. En rouge, c'est le taux de CO2 dans l'atmosphère. En bleu, c'est la température sur Terre. La température a toujours un lien direct avec le CO2 présent dans l'atmosphère. Voici le taux de CO2 en 2006. Voici le taux de CO2 dans 50 ans si on change rien à nos industries. Est-ce que ça a l'air naturel comme cycle? Si on dépasse de manière complètement folle le cycle naturel de la Terre, ben c'est de notre faute. C'est de la faute de notre mode de vie et de nos industries. Bon, vous n'êtes pas encore convaincu, et c'est comprenable. Alors, écoutez bien. Chaque seconde, il y a environ la superficie d'un terrain de football américain qui est déforesté en Amazonie. 110 espèces différentes d'animaux et d'insectes sont extinctes chaque jour à cause de la déforestation. 91% de la déforestation de ces forêts, c'est dû à l'élevage intensif. On va en parler de l'élevage intensif. Près de la moitié des terres sur la planète sont vouées à l'élevage intensif. Il y a près de 20 milliards de poulets élevés dans le monde. À ça se rajoute 1,4 milliard de bœufs, 1 milliard de cochons et 1 milliard de moutons. Le méthane qui est libéré massivement par les vaches est 23 fois plus nocif que le CO2. 51%, donc plus de la moitié des gaz à effet de serre, proviennent de l'élevage intensif et de tout ce qui est relié. Pour donner une idée, tous les transports sur Terre réunis, c'est 13% des gaz à effet de serre qu'on libère au total. Donc l'agriculture et l'élevage intensif, c'est de loin la première cause des changements climatiques. On pourrait dire cyniquement que notre faim nous mène à notre faim. Pour produire un seul hamburger, il faut 660 gallons d'eau. Ça, c'est l'équivalent de 38 douches de 10 minutes. C'est comme si tous nos efforts pour prendre des douches moins longues pendant des semaines sont complètement annulés par un seul repas. On va en parler de ce hamburger. Comment est-ce que c'est possible pour McDonald's ou pour d'autres fast-food multinationales de faire des profits en vendant ces hamburgers à 1$ ou 2$? La réponse, c'est la quantité. McDonald's parvient à faire des profits s'il vend des dizaines de milliers de burgers à toutes les heures. Pour être capable de soutenir ce rythme-là, les produits McDonald's ils viennent d'agriculture de masse ou d'élevage de masse. Or, c'est précisément ça qui nuit le plus à l'environnement, comme je viens de le dire. Et ça m'amène à la source du problème. Après avoir regardé beaucoup de documentaires, de vidéos, d'études, de conférences et d'articles sur l'environnement, on se rend compte qu'il y a un dénominateur commun. Voulez-vous que je vous le montre? L'argent, c'est la source d'absolument tous les problèmes environnementaux. C'est pour sauver de l'argent qu'on utilise le plastique partout. Vous voyez ce qui se passe dans nos océans. C'est pour faire de l'argent qu'on déforeste l'Amazonie. Mais une chose est certaine, le Nutella, les Doritos et tout ce qui contient de l'huile de palme, c'est bon. C'est pour sauver de l'argent qu'on exploite les combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz naturel ou le charbon, parce que ça coûte moins cher que le solaire ou l'éolien. C'est pour sauver de l'argent que toi, moi et nous tous, on achète les produits les moins chers à l'épicerie. Le problème, c'est que si c'est moins cher, ça provient sûrement d'agriculture ou d'élevage de masse. C'est pour sauver de l'argent à la population et générer de l'argent à réinvestir que les gouvernements ne priorisent pas l'environnement. C'est pas compliqué, voici le raisonnement de plusieurs gouvernements en place. Oui, on aimerait ça investir dans la lutte pour le climat, mais l'argent ne tombe pas des arbres. Si j'enlève de l'argent en éducation, la population sera pas contente. Si j'enlève de l'argent en santé, la population sera pas contente. Si j'enlève en infrastructure, la population, sera pas contente. Si j'augmente les taxes et les impôts, la population sera pas contente. L'ironie, c'est que la population sera pas contente non plus si le gouvernement fait pas assez d'efforts
pour l'environnement. Tout est une question d'argent. Aujourd'hui, les pays en voie de développement font face à un dilemme. Des millions de personnes n'ont pas accès à l'énergie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'endette pour mettre en place l'énergie éolienne ou solaire, ou on exploite les combustibles fossiles qui sont déjà présents sur le territoire, qui sont beaucoup moins chers et qui vont permettre à des millions de gens d'avoir tout de suite l'accès à l'électricité chez eux? C'est facile pour nous, les pays développés, de dire ben non, il faut absolument qu'ils se dirigent vers l'énergie renouvelable. Sauf que nous, ça fait 150 ans qu'on les exploite, les combustibles fossiles, et au moment où on est conscientisé, au moment où on est développé et on a de l'argent, on se dit ah ben tous les pays du monde doivent nous suivre maintenant dans cette transition vers le renouvelable. C'est pas tous les pays du monde qui sont prêts ou surtout qui ont l'argent pour ça. C'est nous qui ont pollué en excès pendant 150 ans, regardez derrière moi. Donc c'est à nous de mener le bal des solutions et des initiatives. L'ironie des changements climatiques, c'est que les pays développés sont les premiers responsables de la pollution depuis 150 ans, mais seront aussi les derniers touchés par les conséquences. Si toi tu te dis, bon Émile, t'exagères un petit peu quand même, là, moi je les ai pas ressentis les effets des changements climatiques, c'est parce que d'autres subissent les effets avant toi. Les citoyens d'Awaz, en Iran, se promènent avec des masques parce que l'air est 20 fois plus pollué que la limite sécuritaire. Même chose à Beijing, Delhi, Dakar, Mumbai, Mexico, Tokyo et plusieurs autres. Au Salvador, plus de 90% des sources d'eau sont contaminées par les industries et l'agriculture. Les changements climatiques accélèrent les sécheresses. Plus de 600 000 personnes n'ont pas accès à l'eau potable. On voit des tempêtes, des ouragans, des inondations, des tsunamis de plus en plus violents au Vietnam, au Bangladesh, au Nicaragua, en Inde, au Sri Lanka, au Honduras, aux Philippines. On voit des sécheresses de plus en plus longues et brutales en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Burundi, en Angola et globalement dans l'Est et le Sud de l'Afrique. En 2017, c'est plus de 38 millions de personnes en Afrique dont la vie était menacée par cette crise alimentaire. Et pendant ce temps-là, dans les pays riches, on transforme des déserts en villes de démesure. Mais revenons au Québec. Ici, on est conscientisé. Ici, on est innovateur, donc j'imagine qu'on montre l'exemple. En septembre 2018, on apprend que le gouvernement du Québec modifie la loi pour permettre aux industries de détruire des milieux humides au nord du 49e parallèle, et ce sans aucune compensation. Or, il y a une étude de 2015 financée par ce même gouvernement qui nous apprend que 95% du carbone stocké dans les forêts du Québec est au nord du 49e parallèle. Et nous, on dit aux industries, allez-y, détruisez tout ça, et ça sans aucune compensation. C'est comme un buffet libre-service. Le vendredi 15 mars dernier, il y a 150 000 personnes qui manifestent dans les rues de Montréal. On se dit, ben le gouvernement du Québec va sûrement répondre à ça dans son budget. Mais une semaine plus tard, le gouvernement annonce le budget pour 2019. Sur les 48 pages du budget, il y a seulement 3 mesures pour l'environnement. Il y a des aides pour le secteur forestier, il y a des aides pour l'achat de voitures électriques et pour le tri des déchets, mais c'est à peu près tout. Au final, il y a moins de 1% du budget au Québec qui est alloué à l'environnement. Au Canada, on n'est pas mieux. On pourrait aussi parler des sables bitumineux en Alberta. Sur 75 sources de pétrole dans le monde, celui extrait des sables bitumineux albertains arrive en 3e position des plus polluants. Pourquoi est-ce qu'on continue de les exploiter? Ben pour ça. Connaissez-vous l'histoire d'Icare? Dédale et son fils Icare sont enfermés dans un labyrinthe. Dédale, voulant sauver son fils, observe les oiseaux et confectionne des ailes avec des plumes tombées au sol et de la cire. Dédale utilise ce que la nature lui donne pour sauver son fils. Cependant, il avertit Icare, ne vole pas trop haut, car le soleil ferait fondre la cire qui tient tes ailes. Icare réussit à s'envoler et s'échappe du labyrinthe. Mais une fois en vol, il est saisi d'une extase. Fasciné de pouvoir voler, il veut aller toujours plus haut. Et dans son extase, il va aller beaucoup trop haut, il va trop s'approcher du soleil, la cire va fondre, Icare va donc tomber et se noyer dans l'océan. Les êtres humains sont pas mauvais à la base. On a les mêmes envies, les mêmes peurs. Mais donner à n'importe qui trop de pouvoir ou trop d'argent et il va devenir corrompu. Aujourd'hui, c'est le vice humain qui nous amène à notre destruction. Vous savez qu'on a un travail à faire pour l'école et qu'on remet toujours à plus tard, puis on arrive la veille et on fait tout le travail la veille en mode panique. On est au courant des changements climatiques causés par les humains depuis 1896. Et c'est maintenant, à la veille d'un effondrement global, qu'on se rend compte qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Mais c'est pas trop tard. Je le sais parce que j'ai déjà réussi à faire des travaux la veille, mais ça m'a pris beaucoup de café, beaucoup de détermination et beaucoup d'énergie. Là, c'est un travail d'équipe. Il peut pas y avoir d'absent. So Obama's talking about
all of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? On parle pas d'avoir une bonne note dans son bulletin. On parle de survivre en tant qu'être humain sur Terre. Pour ça, je suis persuadé qu'il faut être positif. Alors voici des actions concrètes qu'on peut faire dès maintenant. Est-ce qu'on doit faire absolument toutes ces actions demain matin? Non, ça serait irréaliste. Moi-même, je suis très loin d'être parfait. J'ai un mode de vie qui fait en sorte que j'ai une empreinte de carbone plus élevée que la moyenne, j'utilise du plastique, je suis pas vegan et je viens d'acheter une auto. Une Jeep d'occasion qui va définitivement polluer. La vérité, c'est qu'il faut chercher l'équilibre. Il faut trouver un équilibre entre argent ou environnement, travail ou environnement, plaisir ou environnement. Acheter une première auto, pour moi, c'était pas une décision parfaite, mais je sais que dans le court et dans le moyen terme, ça va beaucoup me simplifier la vie. C'est pas vrai qu'il faut être irréprochable dans son mode de vie pour commencer la discussion sur le climat. Culpabiliser les gens, ça va mener à aucune action. Vous avez tous le droit de parler d'environnement, que vous mangez de la viande ou pas, que vous ayez une auto ou pas. Alors voici une liste d'actions concrètes à faire pour l'environnement. Vous choisissez vos priorités. Individuellement, manger de la nourriture locale dès que possible de petits fermiers et non d'agriculture industrielle, manger moins de viande et de produits laitiers. On sait que l'agroécologie, c'est possible, ça peut même être bon pour l'environnement et plus productif par hectare que l'agriculture industrielle. On le voit dans le documentaire Demain que je vous conseille. Bref, il faut manger local le plus souvent possible. Choisir un fournisseur d'électricité renouvelable. Au Québec, on est chanceux, on a des barrages hydroélectriques qui nous donnent de l'énergie renouvelable, mais ailleurs dans le monde, optez pour des énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, la géothermie, la biomasse ou le photovoltaïque. Si on encourage ces fournisseurs-là, l'énergie renouvelable va coûter moins cher et être la norme. Acheter des produits locaux. Comme ça, on stimule l'économie locale et on donne moins de pouvoir aux multinationales. Utiliser moins de plastique, recycler et composter. Prendre les transports en commun, utiliser un vélo ou marcher le plus souvent possible. Limiter ses voyages en avion. Participer aux manifestations et aux mouvements citoyens pour l'environnement. Comme ça, on montre au gouvernement la volonté de la population de changer les choses. Utiliser le moteur de recherche Ecosia qui utilise ses bénéfices pour planter des arbres. Limiter son nombre de courriels et de pièces jointes. Un seul courriel envoyé avec une pièce jointe génère 20 grammes de CO2. Je vous invite à supprimer tous les anciens mails de votre compte qui servent plus à rien mais qui continuent d'exister dans les serveurs de Google ou Apple. S'habiller en friperie, faire des échanges de vêtements ou simplement acheter de bonne qualité pour que ça dure longtemps. Planter des herbes, des plantes et des arbres chez soi. En société, investir dans l'agroécologie pour faire une transition vers l'agriculture locale et non industrielle. Mettre une taxe sur le carbone. Faire la transition vers les énergies renouvelables. C'est plus puissant que les combustibles fossiles, c'est gratuit et c'est illimité. Bannir le plastique à usage unique. Obliger le tri des déchets, du recyclage et du compost. Électriser les transports. Interdire, via Santé Canada, le glyphosate et tous les pesticides qui ont été prouvés cancérigènes. Protéger les forêts et les habitats naturels qui abritent des milliers d'espèces vivantes et qui absorbent le CO2. Ce sont les poumons de la planète, on doit absolument les protéger. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas envie de me faire dicter mon avenir par quelques mauvaises décisions qui ont été prises dans le passé. Ils nous ont légué ça. Alors on va leur répondre. Moi j'ai envie de m'assurer que je puisse avoir des enfants et que mes enfants puissent avoir des enfants et ainsi de suite. Moi j'ai envie de m'assurer qu'on puisse conserver nos forêts, nos océans, nos glaciers, nos animaux. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça si on s'assemble. J'ai un message pour les livres d'histoire en 2119. Vous allez devoir rajouter une ligne. Face au changement climatique, les humains se sont rassemblés et grâce à leur capacité d'adaptation et leur ingéniosité, ils ont réussi à vaincre l'inévitable.